J'ai un million d'autres exemples à vous montrer, donc n'hésitez pas à poser des questions sur n'importe quoi si je sais répondre. Oui. Un système qui a été vérifié pour la fiabilité de son logiciel, est-ce qu'il peut défaillir après avec le temps ou est-ce qu'il y a des risques? Alors, ça c'est une question absolument remarquable. Les gens pensent que le logiciel tombe en panne. Non. Un logiciel est inchangé, c'est de l'information, au cours de sa vie, il est inchangé. La machine sur laquelle il tourne peut tomber en panne, mais pas le logiciel. Alors je donne un exemple, j'ai fait une étude sur la sécurité de l'arrêt automatique des centrales nucléaires françaises. J'ai fait un rapport là-dessus, qui est public, sur comment ça a été vérifié, certifié. Certifié, c'est pas vérifié. Certifié, c'est vérifier la vérification. C'est beaucoup plus que vérifier. C'est vérifier que la vérification vérifie. Bon, moi, je vais vérifier que la certification certifiait. On va assez loin. Alors, bon, alors, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait un logiciel d'arrêt automatique? Parce que Tchernobyl et Three Mile Island, ça a été fait par les opérateurs. Faut pas oublier que c'est les hommes qui ont fait sauter les centrales. Donc, le logiciel, pour ça, c'est quand même plus fiable. Bon. Alors, j'ai fait mon rapport. J'ai été dans une grande salle où il y avait tout le conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui est chargé de ça. Et première question qu'on me pose, c'est quelle est la probabilité qu'il reste un bug dans le programme? Alors, moi, je réponds très froidement, 0 ou 1. Ils me disent, comment ça, 0 ou 1? C'est pas des probabilités, mais je dis, c'est 0 s'il n'y en a pas, et c'est 1 s'il y en a 1. Ils disent, mais c'est idiot, tout a une probabilité. Une pièce a une probabilité de casser. Je lui dis, oui, mais pas un logiciel. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Je dis, bon, bah écoutez, si vous ne me croyez pas, je vous pose une question. Quelle est la probabilité que le théorème de Pythagore soit vrai? À votre avis? Ils disent, mais c'est une question idiote. Je dis, non, c'est la même. Un logiciel, c'est de la logique. Et la logique, ça ne tombe pas en panne. Donc la machine, oui. Par contre, un logiciel peut avoir des bugs, c'est-à-dire des erreurs de conception ou d'écriture. Ça, oui. Alors, on sait aussi, par exemple, Xavier Leroy, qui est l'autre professeur d'informatique, enfin, moi, je ne serai plus l'année prochaine, je deviens professeur plein de mérite, comme on dit. Xavier Leroy a fait un compilateur C, par exemple, qui est un des objets les plus difficiles et les plus utilisés de l'informatique, qui est prouvé mathématiquement sans bug. Oui, ça existe aussi. Et tous les autres ont été testés, tous les compilateurs C du commerce qui sont utilisés à échelle massive. Il y a des gens qui ont fabriqué des tests bien pour essayer de les casser. Ils ont trouvé des centaines d'erreurs et 0 dans celui-là. Bon, donc on peut faire des trucs, mais c'est pas facile. Donc ça tombe pas en panne. Mais là où le maximum de panne, c'est les hommes. C'est-à-dire, le logiciel, ça fait jamais que ce qu'on lui a dit de faire. Je donne un exemple, le Boeing 737 là. Le logiciel n'a aucun problème. Il a juste fait la stupidité qu'on lui a dite. Voilà. Ça, c'est une histoire absolument gravissime, ce 737. Je pourrais raconter beaucoup de choses dessus. On a fait une émission à France Culture dessus avec Michel Polaco. Bon, là, ils ont été vraiment très très graves dans la bêtise. Mais c'est pas de l'informatique, c'est de l'analyse système. Voilà. Donc, dans les voitures, il y a le truc de Toyota. C'est en dessous du niveau débutant, ça. Alors ça a surpris tout le monde, parce que tout le monde pensait que Toyota, qui est le plus organisé des industries automobiles, mais non, mais dans l'automobile, ça change maintenant. Mais l'informatique, c'est les grouillots. C'est les techniciens. C'est beaucoup d'endroits. C'est juste plus dur que le reste, moins bien compris surtout. Donc, non, ça tombe pas en panne, un logiciel. L'homme qui l'écrit, oui, c'est ça le bug. Un bug, c'est une erreur humaine. Toujours. Qui a des conséquences ou pas, des fois il n'en a pas. Mais bon, il faut savoir que tous les trous de sécurité, c'est des bugs. L'autre jour, je faisais oui, et tous c'est des petits bugs apparemment anodins, etc. Je faisais une conf à Bruxelles, à la Commission européenne, et une dame qui avait la main qui dit « Moi, j'ai pas de trou de sécurité, j'ai un Mac ». Je lui ai dit « Bon, je vais vous montrer le rapport de Apple, écrit par Apple, sur les 23 corrections de trous de sécurité énormes dans le système que vous venez de télécharger. Puis je vais vous montrer tous ceux d'avant. C'était pas forcément 23, ça pouvait être 18 ou 25. Il se cache pas, Bon, voilà. Donc croire à ça, c'est dément. Par contre, bien sûr, en sécurité, la grande faiblesse, c'est les hommes.
Combien de gens se rappellent de leur mot de passe, de plus d'un mot de passe dans la salle? C'est embêtant les mots de passe. Bon, alors j'ai un seul message pour vous. Si vous vous rappelez d'un mot de passe, il vaut rien. Message 1, j'ai 2 messages. 1. Et 2, il ne faut jamais connaître plus d'un mot de passe. Le reste, il faut avoir le logiciel qui s'en occupe. Moi, j'ai 180 sites internet sur lesquels je me connecte. Je ne connais qu'un mot de passe. Les autres, je ne les connais pas, je ne les verrai jamais. Ils sont générés par des algorithmes, ils sont beaucoup plus sûrs que tout ce que je peux inventer moi-même. Et c'est géré automatiquement parce qu'il s'appelle un coffre-fort à mot de passe. Si vous n'avez pas ça, vous prenez beaucoup de risques. Si vous vous rappelez de votre mot de passe, c'est probablement qu'il est super facile à casser. Et le risque, c'est de se faire, par exemple, comme ça m'est arrivé à 2 amis, de se faire voler son identité. Et là, on rigole pas. Juste pour les mots de passe, est-ce qu'il n'est pas possible de tout simplement de se faire son petit logiciel interne et d'avoir une règle de mot de passe qui change suivant les sites avec sa propre logique? Vous n'avez aucune chance de faire un truc intéressant si vous faites ça. Il faut que les mots de passe... Alors là, c'est un problème extraordinairement simple. Un mot de passe, pour qu'un mot de passe soit décodable, il faut qu'il n'ait aucune logique. Ça, c'est Mr. Shannon qui a dit ça il y a très longtemps, les années 50. Il faut qu'il n'ait aucune logique. Un mot de passe indécodable, c'est une suite de au moins 12 lettres tirées entièrement, ou lettres ou chiffres et caractères spéciaux. Vous en foutez, c'est des balivernes. Toutes les histoires qu'on raconte, c'est des balivernes. D'ailleurs, l'homme qui a inventé cette histoire qu'il fallait mettre des caractères spéciaux, il vient de faire des excuses publiques en disant qu'il avait mis dans l'intégralité de l'humanité en erreur. On vous répète ça. Les gens répètent les choses qu'ils ne comprennent pas, de façon générale, d'accord? Ils essaient surtout pas de les comprendre, ça sert à rien. Donc, si vous avez une règle de logique pour fabriquer votre mot de passe, c'est qu'il ne vaut pas un clou. Un mot de passe, c'est aléatoire. Vous prenez un coffre-fort à mot de passe, c'est gratuit, et voilà. Donc, surtout, n'essayez pas, vous n'avez aucune chance. Tout dépend peut-être de la nécessité de ce qu'on a protégé. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que créer un mot de passe fort n'a aucun désavantage. Vous avez besoin d'en connaître un, celui de votre coffre-fort à mot de passe. C'est tout. Tous les autres, vous ne les voyez pas. C'est donc la faiblesse à ce niveau-là. Oui, mais alors là, vous pouvez vous permettre d'être fort à ce niveau-là. Si vous en avez qu'un à vous rappeler, c'est un peu plus facile que si moi j'en avais 180. Et alors le pire que vous pouvez faire, le pire que vous pouvez faire, c'est de prendre le même et de le mettre en plusieurs endroits. Alors là, c'est du billard en face. Alors croyez pas que c'est des gens. Alors les histoires que c'est des gamins qui attaquent et tout, c'est complètement bidon. Ça, c'est des films qui connaissent rien. C'est des robots, c'est des logiciels qui attaquent. Il n'y a pas d'humains derrière. Hein. Les humains, ils laissent faire les programmes. Ben, vous savez, si votre mot de passe est dans le dictionnaire, le temps de cassage, c'est à peu près 1 milliseconde déjà. Hein. Si c'est une date de naissance, c'est moins que ça. Hein? Non, mais si vous mettez un mot du dictionnaire plus 2 chiffres, comme je vois souvent, allez, ça passe à 5 millisecondes. On peut avoir des mots de passe de 15 ou 20. Mais s'ils ont une logique dans 15 ou 20, ça veut dire que leur longueur n'est pas 15 ou 20. Ça, je pourrais vous l'expliquer. Il faut qu'il n'ait aucune logique. C'est l'aléatoire, la bonne façon de faire. Il y a des raisons mathématiques profondes à ça. Hein. On peut très bien avoir des informations que personne d'autre n'a et qui interviennent dans le mot de passe. Ben, c'est exactement ce que croient les gens qui se font casser. Non, la réponse est non. La bonne façon, c'est l'aléatoire. Je peux vous expliquer pourquoi. Hein. Voilà. Mais comment pouvez-vous être certain que votre mot de passe là, du coffre-fort, il soit impénétrable? Ah non, je ne suis jamais certain. On ne peut jamais être certain. Je suis certain que si j'en ai 2, si je m'en souviens de plus j'en ai, plus c'est facile à pénétrer. Ça, je le sais. Il n'y a aucun avantage à en avoir 2. Aucun. Aucun. Oui, mais là, s'il trouve le vôtre, il les trouve tous. Oui, mais le mien, pour le trouver, disons, le coût en calcul pour le trouver, c'est plus que l'âge de l'univers. Il a pris là le jackpot. Non, mais non, parce qu'il n'essaye pas. Mais non. Il n'essaye même pas. Il y a tellement de gens qui font des mots de passe débiles que c'est pas la peine de se fatiguer à faire des mots de passe, à casser des mots de passe sérieux. Ah, c'est aussi bête que ça. Hein. Ça n'a aucun inconvénient, c'est super facile à utiliser. Et voilà, c'est gratuit, partout.
Des bons, hein. Il y en a même un qui est certifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. Si vous voulez, il y a une conférence, moi j'ai fait un cours au collège sur la sécurité informatique, et Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'ANSSI, cet organisme, qui est très fort, hein. L'organisme et lui, c'est des gens qui, par exemple, ont comme métier de casser les systèmes. Ils sont employés par les administrations, les tout, et ils les mettent en morceaux, hein. Mais pas avec des petits hackers qui travaillent en bouffant leur pizza. Ça, c'est une légende, ça n'existe pas. C'est la légende qui fait fuir les filles, en plus, celle-là. Elle est complètement fausse. Je connais aucun hacker qui est avachi devant son machin en bouffant les pizzas, moi. Si j'en vois un, je le vire. Merci pour cette excellente conférence. C'est fabuleux. Question de ma part, vous êtes très critique vis-à-vis du système français, l'État français, et je vais vous rejoindre parce que j'ai été moi aussi effrayé étant passé par ce cursus. Est-ce que vous avez une meilleure vision typiquement de l'environnement américain, où il y a quelques visionnaires, mais pour les fréquenter très souvent, on rencontre beaucoup de gens qui manquent tellement de culture informatique qui sont aussi affligeants que ce qu'on peut rencontrer en France? Ah, oh, ça c'est moins vrai, hein, quand même, hein. C'est vraiment moins vrai. Ça dépend où on va. À Silicon Valley, c'est juste par ici que ça se passe, hein. Silicon Valley et à Boston, hein. Le reste, il n'y a pas. Et New York. Le reste, il n'y a juste pas. Donc le reste, bon. Dans les universités américaines, non, l'école américaine est vraiment mauvaise. Mais les gens qui font de l'informatique aux États-Unis ne sont pas des Américains. Ce sont les Asiatiques et les Européens. En Inde, c'est l'enseignement numéro 1. En Pologne, c'est l'enseignement numéro 1. Informatique, ça s'enseigne à l'école depuis la 6e, hein, depuis très très longtemps. En Tunisie, le CAPES informatique qui va peut-être être introduit, donc qui est décidé en France, je crois qu'il existe depuis 1992 ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a 30% de femmes en Tunisie, hein, contre pas beaucoup en France. Donc oui, il y a eu une... D'ailleurs, vous voyez au titre des enseignements. Moi, je suis allé vraiment... Quand Blanquer est venu à l'Académie de sciences, moi je suis dans le conseil scientifique de l'éducation nationale, hein, ils ont réussi à appeler l'enseignement d'informatique sciences numériques et technologie. C'est unique au monde. D'accord ? Et l'option, elle s'appelle numériques et sciences informatiques au pluriel. Donc ça, c'est une nouveauté. Maintenant, il y en a plusieurs. Nous, on n'est pas au courant. Mais voilà. D'où ça vient, on ne sait pas. Et moi, j'ai demandé à Blanquer, mais pourquoi vous n'appelez pas ça informatique ? Il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a trop d'ennemis. Voilà. Alors, tout le monde est contre, hein, les matheux, les physiciens, ils disent, mais enfin, quoi, c'est évident, ça s'appelle informatique depuis toujours. Quel est le problème ? Alors, on nous dit, mais c'est une science jeune. Réflexion en passant, ça date d'avant la découverte de la structure de l'ADN. On dit que la biologie moléculaire est une science jeune. Vous avez déjà vu ça ? Non, voilà, c'est des distorsions d'idées. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Alors, on peut être réfractaire, je veux bien, mais on a le droit de rester dans son coin quand on est réfractaire. Moi, ça ne pose aucun problème. Ma femme est très réfractaire, pas mal réfractaire à l'informatique. Elle se débrouille sans, c'est aucune difficulté. Et puis, il y a des gens qui sont réfractaires, d'autres qui sont beaucoup trop accros. Il y a des gens qui se plaignent que les enfants regardent leur écran toute la journée. Ben, les enfants, ils font ce que les parents font. Hein. Vous avez qu'à regarder les parents dans la rue, dans le métro. Vous voyez que ce n'est pas forcément les enfants le problème. Hein. Bon. Non, mais on a le droit de faire comme on veut. Mais je veux dire, faut pas... Moi, je dis, il y a un animal qui n'a pas de chance dans la vie. C'est l'autruche. Hein, il a la tête dans le trou, il prend des coups de pied au cul, et en plus, il ne sait pas d'où ça vient. Ben, c'est à peu près notre état. Alors, c'est pas vrai, par exemple, en Angleterre. En Angleterre, il y a longtemps que c'est une matière à égale des autres. Mais c'est pas très facile, parce que, par exemple, le programme de seconde, il va être enseigné avec 2 jours de formation des profs, et par des profs de sciences et de vie et de la Terre, ou trucs comme ça, qui n'ont jamais vu d'informatique de leur vie. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais il faut bien démarrer un jour. Il faut bien démarrer un jour. Ah ben oui. Alors on a toujours dit qu'il ne fallait pas démarrer puisqu'on ne savait pas faire. Donc ça c'est une excellente façon de rester dans le XXe siècle, quoi. Mais c'est pas... Est-ce que vous vous rappelez par exemple, un truc sur le XXe siècle, est-ce que vous vous rappelez comment on faisait les choses avant le moteur de recherche ? Je pense qu'on ne peut pas se rappeler de ça. C'est impossible de se rappeler comment on faisait. Regardez dans le dictionnaire, l'encyclopédie. Non, le moteur de recherche, c'est pas pour regarder dans le dictionnaire et l'encyclopédie. C'est pour trouver où acheter quelque chose. C'est pour trouver... Il y a par exemple, mon maçon, qui est un mec merveilleux, qui répare des vieilles bagnoles de traction des 4 chevaux.
ben lui, ça l'intéresse pas du tout l'Internet. Mais par exemple, mais par contre, il est toujours fourré chez nous pour aller trouver les pièces de 4 chevaux, parce que sans Internet, trouver une pièce de 4 chevaux, c'est juste impossible. Voilà, donc s'il n'y avait pas de moteur de recherche, il n'y aurait pas de 4 chevaux réparés, quoi, en gros. Merci pour votre présentation, c'était vraiment passionnant. Je me demandais, donc on est en 2019, ça fait 20 ans après le début du millénaire, on va enfin envisager l'informatique à l'école. Donc c'est un grand progrès. Ça va être fait, comme vous le dites, par des profs qui ne sont pas formés. Ben ça, mais c'est un début, c'est fantastique. Faut commencer. Je trouve que c'est fantastique. Et c'est fantastique, j'apprends que vous y participez, ça va être d'autant plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Au bout d'un an, où est-ce qu'on veut les amener? Au bout d'un an, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, pour l'instant, ce que j'entends dans les lycées, c'est qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas faire d'informatique, mais il faut faire des maths. Je vois pas pourquoi. Les gens, ils sont grands, ils peuvent choisir tout seuls. On peut faire les deux, d'ailleurs, c'est pas un problème. Il n'y a aucune raison de coupler l'informatique et les maths non plus. Ça peut être couplé. Si vous regardez, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur à l'heure actuelle? Bah, par exemple, en biologie, il y a 2 sortes de chercheurs. Mais la deuxième est beaucoup plus fréquente. Le chercheur numéro 1, il a des tubes à essai, il fait des expériences. Et le chercheur numéro 2, il passe sa journée sur son ordinateur, sans jamais en avoir appris. Et vous croyez qu'il travaille bien sur son ordinateur sans jamais en avoir appris? Non. Il fait de la science, il fait pas du traitement de texte. Hein. Donc, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est juste comme ça. Allez faire un tour en Asie, vous verrez que là-bas, c'est juste majeur. Donc, je sais qu'en France, on a une assez forte tendance à vouloir rester dans les siècles d'avant, mais c'est très dangereux. Hein. Parce que les autres, ils s'en foutent de notre attitude. Faut pas oublier ça. Hein. On a tendance à penser qu'on est seul au monde, mais c'est juste pas vrai, ça. Vous disiez tout à l'heure que les avions sont beaucoup plus sécurisés que les voitures. Et oui, évidemment. Pourquoi est-ce que sur les avions, il y a eu des régulations et pourquoi est-ce que c'est devenu sérieux? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de régulation sur les automobiles? Ouais, c'est une excellente question. Alors les avions, c'est assez simple. Pourquoi est-ce que les avions ont été informatisés? C'est le début des avions de chasse dits modernes. Ça veut dire qu'avant, les avions de chasse, c'était des avions. C'est-à-dire quand ça volait, si on lâchait les commandes, ça allait tout droit. C'est des avions stables. Mais les avions de chasse sont instables, modernes. Pourquoi? Parce pour qu'un avion soit stable, il faut qu'il ait les ailes qui portent et la queue qui freine. C'est ça qui le rend stable. Mais c'est idiot, ça empêche la maniabilité, puis ça perd de l'énergie puisqu'on freine. Donc, on a fait des avions avec ou d'ailleurs la queue qui est passée devant, ce qu'on appelle des canards. Les ailes portent, mais la queue aussi. Alors ça veut dire quoi? L'avion des frères Wright, le premier avion, était comme ça. Hein, et personne n'a compris comment ils ont réussi à le piloter. Et c'est impilotable. C'est-à-dire que si on le laisse aller tout droit, il fait soit ça, soit ça. Donc il n'y a aucun moyen pour un humain de piloter ça. Donc on a été obligé d'informatiser ces avions. Mais en plus, c'est des trucs qui coûtent la peau des fesses. Et avec un pilote dedans, ça va à fond la caisse et tout. Hein. Donc on a fait attention, on a pris l'habitude de faire attention. Ensuite, après, quand on a informatisé les avions civils, ça a commencé avec la 320, un avion, quand ça se crache, ça fait les journaux. 300 voitures, quand ça se crache, ça fait pas les journaux. Voilà la raison numéro 1. Deuxièmement, faire de l'informatique sérieuse, c'est pas du tout le même prix que de faire de l'informatique pas sérieuse. C'est pas les mêmes gens. Vous embauchez pas pour ça des gens qui ont été formés dans une école à 6 sous en 1 an de travail intensif à faire des sites web et vont être complètement incompétents pour ça. Donc c'est pas les mêmes ingénieurs, c'est pas les mêmes gens, c'est très long à faire, c'est beaucoup plus cher. L'automobile est une industrie qui est tirée par les coups et dans lequel aucun conducteur ne sait qu'il y a plein d'informatique dans sa voiture. Il pense qu'il n'y a que l'écran qui est informatique, alors c'est pas vrai. C'est l'intégralité des organes qui sont informatiques. Et donc, il n'y a pas de contrainte, parce que, les constructeurs ne veulent pas qu'il y en ait, il y a un lobby très sérieux pour qu'il n'y en ait pas, parce que ça monterait trop les prix. C'est beaucoup plus cher. Hein. Je peux vous dire comment c'est certifié, un avion. Nous, on a fabriqué les outils, l'industrie que j'ai créée fabrique les outils sur lesquels vous allez voler dans à peu près n'importe quel avion maintenant. Hein. Donc, qui sont utilisés pour fabriquer ça. Ben, ces outils sont certifiés au même niveau que l'avion. C'est-à-dire le compilateur est certifié au même niveau que l'avion. Je peux vous dire que ça occupe. Alors, pourquoi les automobilistes le font? Parce que personne ne sait qu'il y a de l'informatique dedans, donc personne ne râle.
Voilà, c'est tout. C'est tout bête. Bah, c'est exactement le même problème que pour la biologie, les pesticides. Hein. Tant que les gens râlent pas, personne ne se bouge. Vous avez déjà vu les gens se bouger avant que les gens râlent, vous? C'est un peu comme d'expliquer aux gens qu'ils arrêtent de fumer. C'est à peu près aussi efficace. Hein. Donc, tant que les gens diront rien, mais tant que les gens trouveront normal qu'il y a autant de bugs, eh ben, ils seront pas corrigés. C'est vraiment tout con. Vraiment tout con. Puis il y a des gens sérieux par nature et d'autres pas. Vous regardez dans les sites commerciaux, il y en a dès qu'on touche à quelque chose, ça part en vrille. Vous regardez Voyage, vous prenez par exemple un exemple que je prends souvent, moi qui prends tout le temps de train, il y a Voyage SNCF et Trainline, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est deux mondes. Ben, il y en a un qui a dû être fait par 200 personnes et l'autre par 4, quoi, si ça aide. Non, mais il y a un problème de compétence. Faire de l'informatique juste, c'est très difficile. Ben, c'est comme en physique. Hein. Faire des machins bien foutus en physique, c'est beaucoup plus dur que de faire des machins mal foutus. Hein. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de pression, soit des gouvernements, soit des... Mais les gouvernements, c'est pas plus ce que c'est que l'informatique que les... Bon, c'est en train de changer dans l'automobile maintenant. C'est en train de changer, parce que simplement, ils se rendent compte que, ben, c'est marrant. Si vous regardez une automobile avant, on vous disait, elle a des bons freins. Elle a des bons freins, elle tient bien la route. Maintenant, elle a un ESP, un ABS, un HQW. La réclame ne parle plus que de l'informatique. Merci de votre exposé, j'ai beaucoup aimé. Moi-même, je suis pas mal admiratif d'un certain nombre de pionniers de l'informatique, et notamment des gens qui ont conçu des ordinateurs avant même que les ordinateurs n'existent, comme Alan Turing qui a fait ça dans sa tête, ou il y a Charles Babbage qui est un Anglais qui a fait un ordinateur juste avec des engrenages et qui n'a jamais réussi à le finir. Et apparemment, on a réussi récemment à le construire pour de vrai et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant d'enseigner aussi cette histoire-là, parce que finalement, c'est au-delà de la technologie, c'est aussi une histoire d'esprit humain quand même. Absolument. Cette invention. Absolument. On le fait en partie dans les cours qu'on met au lycée, mais légèrement, parce que on pourrait faire un cours entier là-dessus, d'ailleurs ce serait vraiment pas idiot. En histoire, au lieu d'égrener la loi de France, on pourrait très bien enseigner l'histoire des techniques, mais le train aussi. Si vous voulez lire des bouquins, par exemple un bouquin fantastique de la même nature que l'informatique, c'est le Victorian Internet, l'Internet victorien, qui est l'invention du télégraphe et le changement du monde par le télégraphe. Ça a été encore plus vite qu'Internet, avant de disparaître à cause du téléphone. Oui, bien sûr, nous on le fait ça. C'est extrêmement intéressant. Mais Turing, par exemple, ça a été fait, par exemple, en 2012, dans l'année Turing ou dans l'année Shannon, il y a eu beaucoup de choses à la radio, etc. Moi, j'ai participé à 2 films, j'ai fait plein d'émissions de radio. Par exemple, le fait qu'il y ait des émissions de radio d'informatique est extrêmement récent. Moi, j'ai été à la première avec Mathieu Vidard à La Tête au Carré, je ne sais plus en quelle année, 2009, je pense. Et peut-être avec Ali Badou, Matin de France Culture, pour ma première leçon inaugurale. Moi, j'en ai fait 3 leçons inaugurales, mais pour la première en 2007, 17 janvier 2008, c'était le début. Et Mathieu Vidard a dit, mais ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on fait des émissions de sens, et comment ça se fait qu'on n'ait jamais pensé à parler d'informatique. Ça, c'est la France. Hein. Et Mathieu Vidard, c'est un mec vraiment bon. Hein. Donc maintenant, ça y est, vous avez plein d'émissions... mais il n'y a pas assez de gens. On ne peut pas dire que des informaticiens ont été très bons à utiliser leur domaine, hein, par ailleurs. Ça, je veux dire, c'est un peu... Il y a beaucoup de leur faute aussi. Parce que les informaticiens ont eu un art très fort pour expliquer aux gens que c'était normal qu'ils n'y comprennent rien. Et c'est pas... Mais enfin, il y a une confusion entre savoir utiliser et savoir-faire, quoi. C'est comme savoir utiliser un briquet et comprendre ce que c'est qu'une flamme, c'est pas la même chose. Et à ce propos, tu as participé à une édition des lettres de Turing? Des lettres de Turing. Oui, j'ai participé à une édition des lettres de Turing, oui. Sur... Il y a une pièce en ce moment sur Alan Turing qui a eu, je crois qu'il y a eu un Molière ou quelque chose comme ça. Ben oui, Alan Turing était un grand génie, mais par exemple, Alain Prochian, l'administrateur du Collège de France, qui travaille sur la morphogénèse, c'est-à-dire la construction des formes du vivant, eh ben, le créateur de cette discipline majeure de la biologie s'appelle Alan Turing. Et c'est pas son frère, c'est le même. Hein. Donc oui, c'était un très grand génie.
Et pour ceux qui connaissent la pression à la publication, il avait un H-index de 3. Il a fait 3 papiers qui ont créé 3 champs entièrement nouveaux des sciences. Ah bah ouais, il y a des gens comme ça. Et bien sûr qu'il faut enseigner ça. Mais il y en a d'autres. Oui, mais Shannon, c'est absolument majeur, Shannon. Bon, par exemple, si on sait faire des CD, c'est merci Mr Fourier et Mr Shannon. Et Mr Meyer pour les ondelettes. Et Mala, Stéphane Mala, qui est prof au collège maintenant pour les ondelettes. Voilà, bien sûr. Et Yann Lequin vient d'avoir un prix Nobel, Turing. Et il n'y a que Turing qui a pas eu le prix Turing. Moi, j'ai toujours proposé de lui donner. Mais voilà. Et bien sûr qu'il faut le faire. Alors nous, on le fait un peu dans les programmes, mais il n'y a pas beaucoup d'heures. Et on a un gros désavantage, c'est que les élèves arrivent en ne sachant rien. Alors qu'en maths, ils arrivent en sachant plein de trucs. Si on apprenait algorithmie en maths, ça ne ferait pas de mal. Il y en a qui le font. Oui. Il y en a qui le font. Oui, merci. Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a qui le font, mais ce n'est pas dans les manuels. Voilà. Mais quand même, la solution de l'équation du second degré, ça s'enseigne depuis des siècles. Et le nom n'est jamais associé. Évidemment, il n'est pas français, donc... on enseigne le triangle de Pascal, mais pas la racine de 2 d'algorithmie. Si on peut revenir un peu à un aspect physique et du XXe siècle, du XIXe siècle, en fait, l'information, c'est de l'énergie, malgré tout. Enfin, il y a l'expérience du diable de Maxwell, ouais. qui dit qu'il faut augmenter l'entropie d'un système sans aucune énergie, physique. Et on sait qu'il y a beaucoup de serveurs pour stocker l'ensemble de ces données qui consomment des quantités extrêmement importantes d'énergie. Donc il y a quand même un lien assez fort avec la physique et peut-être des limitations, en particulier à l'expansion, parce qu'on ne pourra pas... alors j'ai entendu dire, je ne sais pas si le chiffre est juste, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais que 4% du CO2 produit est produit par les serveurs. Oui, c'est probablement plus facile à changer ça parce que les serveurs sont de plus en plus, avec l'amélioration des réseaux, beaucoup, les serveurs sont vraiment déportés dans des endroits où l'énergie est simple, et celle-là n'est pas fossile, et il y a très peu d'énergie. Maintenant, les serveurs deviennent beaucoup en énergie solaire, par exemple. En Californie, c'est assez facile. Et dans les endroits froids, pour éviter faire de la clim. C'est vrai, l'énergie est un problème. Par exemple, dans les téléphones, on râle parce que avant les téléphones duraient 10 jours et maintenant ils durent 1 jour. La charge de batterie, ça fait juste pas la même chose. Téléphoner, ça prend pas d'énergie. Aller sur le web, ça en prend beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on réduit les circuits. Alors, et puis il y a des problèmes de terres rares et tout. Mais alors, si ça peut vous rassurer, j'espère que ça vous rassurera pas. En ce moment, on dit qu'il faut que toutes les bagnoles deviennent électriques. Là, on est dans des domaines, là, alors là, je veux dire, on va être tout petit. Hein? On ne change pas la nature de l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Non, mais l'énergie pour le calcul est extraordinaire. L'énergie physique dont on a besoin pour un calcul est extraordinairement faible. C'est-à-dire l'énergie qu'on dépense, l'énergie qu'on en dépense dans un circuit, alors c'est plus de 50% des fuites. Donc l'énergie, bien sûr, calculer, ça coûte de l'énergie, sauf si on fait des calculs réversibles, ce qui est le principe de l'ordinateur quantique, mais sur lesquels on ne sait pas faire d'algorithme. Hein? On récupère l'énergie? Non, c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut calculer pratiquement sans énergie. L'énergie n'est consommée que quand on observe. Et le fait qu'il faut être à l'heure actuelle à moins de 273 degrés, ce qui n'est pas vraiment simple. Oui, mais bon. Non, si tu regardes le coût de l'énergie, pour calculer, intrinsèquement, en physique, il est extrêmement faible. Donc, à l'heure actuelle, on en dépense gigantesquement plus que ce qu'on pourrait faire. Mais c'est pas... C'est beaucoup, ouais. Oui, mais par exemple, si tu... Il y a des fuites aussi, j'imagine. Ouais, mais si tu... un cerveau humain, c'est beaucoup plus malin qu'un circuit. Oui, mais ça... On est complètement jaloux. Un cerveau humain, ça chauffe moins qu'un Pentium. Ouais. C'est régulé aussi. Non, mais ça chauffe moins qu'un Pentium. Donc, il faut moins d'énergie pour... Quand vous faites des jeux vidéo, c'est pour les gens qui font des jeux vidéo, leur cerveau, il chauffe moins que leur machine. Donc, bien sûr. Mais... Quand même, c'est pas... Oui, c'est beaucoup, mais c'est pas... Je veux dire, vous regardez par exemple les batteries au lithium qu'il y a dans les téléphones,
Puis vous allez mettre quelqu'un avec un téléphone dans une voiture qui a 3000 fois la quantité de batterie au lithium. Hein. Donc il faut ramener les choses en proportion. Oui, c'est un sujet, c'est le sujet numéro 1 de l'industrie des circuits, la dissipation thermique. C'est le sujet numéro 1. C'est ça qui ralentit. Pour ça que maintenant on n'accélère plus les processeurs. Parce que la chaleur dissipée, c'est le carré du voltage, et pour les accélérer, il faut monter le voltage. On ne le fait plus. Donc les processeurs de maintenant ne tournent pas plus vite qu'il y a 10 ans. C'est à cause de ça. Du mur de la chaleur. Il y a aussi un autre mur de la chaleur qui est vrai, c'est que dans les processeurs actuels, si on accélérait, on aurait des densités de chaleur par centimètre carré égales à celles d'un cœur de centrale nucléaire. Donc il ne faut quand même pas fondre le circuit trop fort. C'est quoi va faire l'énergie, ça? Pas longtemps. Pas longtemps. Et donc, je voudrais savoir que sera l'informatique dans 50 ans. Ah, ouah, dans 50 ans. Aucune idée, personne ne sait, tout ce qu'on raconte c'est des conneries. Alors regardez à peu près n'importe quelle prévision scientifique sur les 50 ans, vous allez voir qu'il n'y a rien qui tient la route, sauf Albert Robida. Ah, si vous avez 3 minutes, que je vous montre un génie français méconnu, Albert Robida, un très très grand dessinateur romancier de l'époque de Jules Verne, et qui n'avait pas un bon éditeur, contrairement à Jules Verne, qui avait Hetzel. C'était un excellent éditeur. Mais Robida est le seul, parce que vous regardez la science-fiction, elle est ridicule par rapport à l'informatique, quasiment. HAL dominant l'audition de l'espace, un ordinateur gros et intelligent. Pas de chance, ils sont petits et cons. Hein. Il y a à peu près rien qui a été prévu correctement, sauf 1893. Alors c'est un idole de la pataphysique. Hein. 1893, Albert Robida, qui était un très grand dessinateur français, qui a écrit des bouquins extraordinaires, et qui a participé en grand à l'expo de 1900, etc. Alors je vais vous montrer quelque chose de sidérant. C'est où? C'est perso. Où est-ce que j'ai foutu la pataphysique? Dans perso Cloud. Voilà. Alors, vous allez voir quelque chose. On est en 1893. Jules Verne n'a jamais fait de science-fiction. Il parlait de la science de son temps, exclusivement. Il n'a jamais fait de fiction scientifique. Robida a fait ça. Et alors, on va le prendre où? On va le prendre là. Alors, est-ce qu'il s'ouvre par là? Il s'ouvre, c'est ça? Ouais. Alors, il faut que j'arrive à foutre le... Ça, c'est extrêmement casse-pied. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, Robida, donc, il était à l'invention du téléphone. Donc, le téléphone venait d'arriver, il trouvait que le téléphone n'avait aucun intérêt parce qu'il n'y avait pas d'image. Et que l'image, c'était beaucoup plus intéressant. Donc, lui, il a transformé son téléphone en téléphonoscope. Et là, donc, vous voyez un monsieur qui est devant son téléphonoscope. Alors, les écrans sont ovales, ça, on n'est jamais arrivé à faire ça, nous. C'est moyennement pratique, c'est joli, hein. Et les vitres étaient ovales, hein, les glaces étaient ovales. Et donc, vous voyez, il est en train de regarder en couleur, quand même, une fête de village, etc. Bon, ça, c'est gentil. Alors, il a inventé énormément de choses. Donc, il a dit, ben, ça allait changer l'enseignement et qu'on allait faire du téléenseignement. Alors là, c'est pas pareil parce qu'il y a le prof dans l'écran. Hein. On sait faire un peu ça avec les MOOC, mais là, on sent que c'est du dialogue. Et vous voyez, c'est une femme qui enseigne à une femme parce qu'il était féministe, Robida, ce qui se faisait très très peu à l'époque. Donc ça, c'est pas mal le téléenseignement. Hein. Alors, vous avez par exemple des écrans géants dans la rue. Alors, ils n'avaient pas inventé le foot. Donc, ils ne pouvaient pas montrer des matchs de foot. Ils montraient le sac de Pékin en direct aux Parisiens, sur des écrans géants dans la rue. C'est un peu plus intéressant que la science-fiction qu'on raconte d'habitude. Alors après, vous avez ça. C'est quand même absolument étonnant. Le e-commerce avec le vendeur. Ah oui, non, mais Robida, c'est quelque chose. Il faut lire ses bouquins. Hein. Il y a un bouquin qui s'appelle La fin des livres et un bouquin qui s'appelle, où il parlait des livres audio. Pas des livres électroniques, mais des livres audio. Donc, le e-commerce, il a été extraordinairement loin. Alors ça fait très très peu de temps qu'on y arrive. Le Skype multifenêtre sur plein de pays en même temps, hein, ça marche, ça commence à marchoter, à peu près, maintenant. Si vous avez la chance d'avoir un très bon Internet, vous pouvez arriver à faire ça, mais pas avec beaucoup d'endroits. Hein.
Lui, il n'avait pas de problème. Donc on voit ici qu'on est probablement en Afrique du Sud, en Russie, dans les îles quelque part. Hein, c'est quand même assez... Ça s'appelle avoir de l'imagination. Vous avez ça, c'est complètement prodigieux. Le phono-opéragraphe, donc c'est exactement ce que vous voyez dans le métro ou dans les trains. Okay, vous avez deux écouteurs qui sortent de votre poche pour aller dans vos oreilles. Alors c'est extrêmement moderne, il n'y a que le piolet qui a changé. Hein, mais le MP3, il n'a pas changé du tout. Phono-opéragraphe. Et puis vous avez l'autobus culturel, dans lequel vous avez ici un abonnement. Voilà, Albert Robida est là, il a philosophie dans l'oreille droite et Autorguet dans l'oreille gauche. Alors, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, vous cherchez, mais malheureusement, ces livres ne sont pas faciles à trouver. Et Gallica les a numérisés en 800 par 600, hein, en dépensant des fortunes pour faire ça. Et j'aurais demandé pourquoi vous avez fait un truc aussi con, j'ai été précis. Il a dit parce qu'on a réfléchi et qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas croire au progrès technique. Bon, alors je ne sais pas si ça a été... ça s'appelle La vie électrique, le bouquin, là. Vous pouvez voir ça. Vous voyez, alors dans Robida, on se déplace également... Ah tiens, c'est marrant, on se déplace dans des tunnels, de Paris à Madrid, par exemple, dans des tunnels dans lesquels circulent dans le vide des trains supersoniques. Ce qu'on essaie de vous vendre sous le nom d'Hyperloop comme étant une très grande invention moderne. Alors c'est 1893, hein, les Hyperloop, rassurez-vous. Donc il y a des gens qui avaient de l'imagination. Et Robida en était un. Il y a quand même, dans Asimov, il y a des trucs intéressants, il y a quand même des gens qui ont fait des trucs. Ouais. Ok. On va peut-être conclure. Donc merci. Ah, moi, c'est quand vous voulez. Il y a d'autres questions? Ok, non. Bon, bah, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette superbe conférence et aussi qui avait une bonne dose d'humour, mais ce que je savais, puisque la précédente conférence que j'avais entendue, c'était la même chose. Mais j'avais une suggestion à te faire, c'est de changer le titre de ta chaire de pataphysique en reformatique et non pas en réformatique. Ah oui. C'est ça les hommes politiques qui s'en occupent. Ah oui. Alors je précise que la déformatique est une science qui a une définition très simple, qui est l'informatique, c'est la science de l'information, et la déformatique, c'est le contraire. D'accord ? Je ne donne pas plus d'explications. Il y a deux branches. Il y en a une qui est la désinformatique, qui n'est pas ouverte parce qu'il y a trop de monde et des gens trop mauvais, et l'autre qui est la déformatique proprement dite, qui est la science du déformable. Et donc, par exemple, la mécanique newtonienne ne peut pas en faire partie parce que l'espace n'est pas déformable, mais avec Einstein et la mécanique quantique, on est gâté. Et donc voilà. Et la devise de la déformatique, c'est d'Oscar Wilde, appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. Et il y a une autre devise qui est une devise Shadok, qui est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc maintenant il faut que, c'est comme d'habitude un peu le temps des remerciements. Donc je voudrais remercier le public, les fidèles. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes, donc je suis très content. Puis je vois qu'il y a un certain nombre de lycéens qui sont venus et j'espère que ça les a encouragés à s'orienter vers l'informatique et peut-être plus en connaissance de cause et sans avoir été déformés. Je voudrais remercier aussi l'EPS, donc Barthélémy Blanc, qui nous permet d'accéder à cette salle de façon libre, et Véronique Battini. Je voudrais remercier aussi Claude et le Silo Claude Jaillet, le Silo qui diffuse et qui relaie efficacement ces conférences. Je voudrais remercier aussi la bibliothèque d'Étampes et la communauté d'agglomération du Sud-Essonne, sans qui ces conférences ne pourraient pas exister. Donc à part les communications, les affiches, les mails, la présence, le contrôle d'identité sous la pluie ou dans le vent ou dans le froid, maintenant ça s'améliore avec la saison pour contrôler les entrées, les échanges, les suggestions, les enthousiasmes, l'aplanissement des difficultés, la logistique, les sourires, la bonne humeur, la discussion enthousiaste et sur les thèmes et sur les conférenciers. Donc je remercie Guénel, qui est donc la directrice de la bibliothèque, Ludivine Hermand et Grégory Barillet, qui est
Grégory qui fait la vidéo, et Ludivine qui nous aide beaucoup et qui aussi s'occupe un peu d'informatique et d'inscription. Et maintenant, donc, vous pouvez vous inscrire. Moi, j'ai toujours des difficultés. Je fais des erreurs dans le site que je vous donne, mais j'essaierai de faire un petit peu plus attention, ou Grégory me signalera plus rapidement que j'ai encore fait une erreur. Donc, puis bien entendu, Bénédicte, qui s'occupe plus spécifiquement de ses conférences. On est la cheville ouvrière qui sait garder en permanence le sourire, quelles que soient les circonstances, même quand je me trompe sur son prénom. Bien que je sente percer de l'angoisse quelquefois dans les nombreux mails que nous échangeons. Donc, merci infiniment à Bénédicte, et puis merci aussi à Isabelle voilà, d'être venue ce soir, et enfin à Morgane qui est venue accidentellement. Elle a dû voir la lumière et qui avait initié ces conférences. Je voudrais juste vous donner un petit peu de la prospective sur ces conférences. Comme je vous l'avais dit, le prochain conférencier que nous allons inviter, c'est François Tadei, qui a écrit un superbe livre qui s'appelle « Apprendre au XXIe siècle », où ça ne rejoint pas réellement l'informatique, mais en tout cas l'utilisation de tous les outils technologiques modernes, et je dirais leur utilisation intelligente, et parce que bien comprise. Il a créé les Saventuriers, qui est un peu l'équivalent des pouces verts dans les écoles Montessori, c'est-à-dire qui consiste à essayer de faire un projet de recherche, ou même à réussir à faire un projet de recherche avec des enfants, de la maternelle jusqu'au terminal. C'est vraiment une très très belle aventure. Il a créé un centre de recherche interdisciplinaire qui est vraiment magnifique et de très très grande qualité. Si d'ailleurs des enseignants sont intéressés par les Saventuriers, je suis prêt à leur donner toutes les informations que j'ai fait moi-même cette année. C'est une expérience et c'est vraiment extrêmement passionnant, et on peut faire, je pense, des tas de choses. Et puis l'autre personne que je vais inviter, je ne l'ai pas encore contactée, c'est Pascale Cossard. Alors, je dis ça parce qu'elle est secrétaire de l'Académie, elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences pour la section biologie. Donc forcément, une collègue, je ne sais pas comment on dit pour les académiciens, une co-académicienne avec Gérard Berry, mais qui s'occupe plus de biologie. Elle est professeure, enfin émérite aussi, elle est aussi pleine de mérite. Et ça s'appelle à titre... Non, je ne sais plus le nom. Enfin, en tout cas, elle est pastorienne, elle a travaillé sur les bactéries. Et l'idée, c'est de vous parler des bactéries et des hommes, de l'interaction entre les bactéries et les hommes, et savoir si les bactéries sont des amis et des ennemis. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup de choses dont on parle sur toutes les bactéries intestinales et toute leur importance dans notre vie, notre survie et notre survie physiologique. Voilà, donc la prochaine conférence, ça sera le 11 octobre, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas encore si ça sera François Tadei ou Pascale Cossard, et on fera quelque chose dans le cadre de la fête de la science qui a lieu du 5 au 13 octobre, où je pense qu'au niveau de la bibliothèque, nous essaierons aussi de faire quelques animations. Et j'avais un peu comme idée, mais ça intéresse plutôt vraiment les lycéens, d'essayer d'inviter 4 thésards, alors pas du tout dans le cadre de ces conférences, qui viendraient nous raconter chacun pendant 20 minutes, avec peut-être ce qu'on fait la thèse en 180 secondes, mais surtout venir parler de pourquoi ils font de la recherche, qu'est-ce que cela rapporte de faire de la recherche, quel est l'intérêt de faire de la recherche, et pourquoi ils ont envie de devenir chercheurs, ou en tout cas pourquoi ils ont envie de devenir docteurs. On a longtemps dit docteur chômeur, je pense que c'est vraiment une erreur. La thèse, c'est une formation exceptionnelle, donc s'il y a des lycéens, je pense que ça pourrait les intéresser, ça devrait être fait dans le cadre de la... Voilà, donc je remercie vraiment tout le monde. Juste avant de laisser la place à la dédicace, je voudrais rendre un hommage particulier au Collège de France. Tu es le 3e professeur au Collège de France que nous avons invité ici pour ces conférences. Et à chaque fois, en dehors d'Alain Fischer, que je connaissais personnellement, je ne connaissais ni Patrick Boucheron ni Gérard Berry, sauf pour avoir écouté une conférence. J'ai eu une réponse quasi immédiate avec c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, je viens, il suffit qu'on trouve une date. Donc je trouve les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs français qui sont au Collège de France ont une humilité et une capacité à venir transmettre leur savoir de façon extrêmement pédagogique. Donc, en dehors de toi, je voudrais saluer l'institution, parce que je pense, en tout cas mon expérience, mais qui commence à devenir presque significative avec 3, oui, mon expérience est absolument excellente, et je pense qu'on va continuer à essayer
d'attirer des professeurs au Collège de France qui nous apprennent des choses extrêmement importantes. Peut-être c'est parce que ça a été fondé par François Ier en 1530, c'était l'époque de la Renaissance, à l'époque des humanités où l'humanisme voulait probablement dire plus que maintenant. Merci beaucoup. Donc on va passer à la dédicace et puis à très bientôt. Bientôt le 500e année.